sixième et pénultième. Allez, ici on est juste antépénultième, puisqu'il y a la méca-Q à la fin. Partie de physique. Thermodynamique classique. Voilà. Je suis sûr que ma réputation me précède et donc vous devez savoir que j'adore ça. C'est la vie. Voilà. Donc on est parti. On va faire ça. Et donc je vais vous expliquer pourquoi j'adore ça, parce que vous aussi vous allez adorer ça. C'est obligatoire. Nous devons partager les mêmes passions. Voilà, c'est comme ça. Chapitre 1, donc base de la thermodynamique. Alors, ce titre est un peu, contrairement à d'habitude, un peu, comment dirais-je, un peu modeste, parce qu'on devrait écrire base de la physique, techniquement. Voilà. Voilà. Parce que, finalement, c'est ça qui fait tout. Alors, je vous explique un peu le principe. Comme d'habitude, on va faire un peu de petite remise en contexte historique, d'accord, de ce que c'est que cette histoire. Alors en fait, pour vous, probablement, le grand homme de la physique, c'est Newton, d'accord ? Enfin, en tout cas, dans l'imaginaire collectif, on va dire. Einstein, faut arrêter avec Einstein, quoi. Il arrive tellement après, quoi. Enfin, Einstein, Newton, c'est pas le même level, quoi. Newton, il part de rien. Einstein, il parle d'un monde où il y a des milliers de physiciens qui discutent avec lui, quoi. Enfin, je dis pas qu'il est débile, hein, je dis juste que c'est pas le même univers, quoi. Ouais. C'est pas Carnot. Alors Carnot, c'est après, enfin, on va en parler. On va en parler. Mais en fait, Newton, c'est le père de la mécanique et surtout du formalisme en physique, d'accord ? Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque de Newton, globalement, c'est-à-dire au tournant 17e, 18e, en gros, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, et en particulier, il y a un concept qu'on ne connaît absolument pas, c'est l'énergie. Et en fait, si vous réalisez ce que ça veut dire, ça signifie que quand même, alors qu'aujourd'hui l'énergie c'est le centre principal de toute la pensée en physique. C'est l'ossature littérale de la physique. Et c'est de ça dont on va parler pendant le prochain quart d'heure, sans noter, mais juste pour l'histoire. Donc en gros, en fait, le mot énergie, il apparaît pour la première fois sous la plume de Bernoulli, d'accord ? Donc Bernoulli, c'est une mécanique des fluides, sous le mot énergie libre qui désigne aujourd'hui en fait ce qu'on appelle l'énergie cinétique. D'accord ? Donc Bernoulli en fait a ce truc-là, il dit oui, il y a la vitesse, machin chose, et donc il trouve ce 1,5 de mv carré, d'accord, qui deviendra plus tard l'énergie cinétique. Mais on a un énorme problème dans cette histoire-là, c'est que, en particulier, il y a quelque chose qu'on ne comprend absolument pas, c'est les phénomènes thermiques. Alors si on fait un petit historique des phénomènes thermiques, ça va aller assez vite. En gros, il y a un truc qu'on connaît depuis l'Antiquité, qui est très vieux, qui est la dilatation des corps lorsqu'on les chauffe. D'accord ? Donc, grosso modo, vous prenez un objet, en particulier un liquide, d'accord ? Voilà, vous le mettez près du feu ou ce genre de truc, et vous voyez qu'en fait, il prend plus de volume. Ça, c'est le premier truc. De ça, en fait, on va inventer un appareil très vieux qu'on appelle un thermoscope, qui est que, grosso modo, en fait, vous avez une bouteille avec un liquide dedans, voilà. En général, vous essayez de la fermer un peu, vagos, et en fait, ça vous permet de comparer les températures. D'accord ? Mais on n'appelle pas ça la température à l'époque, on ne sait pas ce que c'est. Mais grosso modo, vous savez que vous êtes dans un espèce de même état, on ne sait pas trop ce que c'est, d'accord ? Quand le volume dans votre bouteille, c'est le même. Donc vous pouvez comparer les choses avec un même objet. Mais vous n'avez pas de graduation. Vous avez juste un objet, donc là vous dites, ce truc-là et ce truc-là, eh bien, il provoque le même volume dans le thermoscope quand c'est à l'équilibre. D'accord ? Donc, pour l'instant, on est en train d'inventer pas grand-chose, d'accord ? Et on ne sait pas trop ce qui se passe. Et donc, il y a une confusion très très forte entre température, chaleur, le feu. D'ailleurs, je vous rappelle aussi qu'on pense que le feu a une nature propre, etc. etc. Donc, c'est quand même quelque chose de pas du tout clair dans ces histoires-là. Alors, il s'avère qu'au 17e, global 18e plutôt, ouais, 17e, 18e, on va fabriquer des thermoscopes de plus en plus fins et surtout fermés, d'accord ? Qui sont l'ancêtre de ce que vous connaissez dans les thermomètres à liquide. Et en fait, il s'avère qu'avec un thermoscope, on se rend compte que les objets peuvent avoir ce qu'on n'appelle pas encore la température, donc très très différentes. Mais par contre, qu'il existe des cas, des systèmes, qui ont toujours la même température. Ces trucs-là s'appellent des points fixes.
Alors des points fixes accessibles à l'être humain, ça paraît pas, mais il n'y en a pas tant que ça. En fait, il y en a 3. 4 si on bricole un peu. Le premier point fixe qui est extrêmement accessible à un être humain, c'est les mélanges entre de la glace et de l'eau. Ça, vous prenez un mélange de la glace et de l'eau, vous plongez votre thermoscope dedans, le liquide dedans, il a un volume donné, d'accord? Vous allez ailleurs, vous faites la même chose, ça a le même volume. L'air, c'est pas le même, le truc, c'est pas le même, il y a des choses qui sont passées, mais ça va vous donner le même truc. Ça, c'est un point fixe. Deuxième point fixe, c'est le mélange eau-vapeur d'eau. Ça paraît pas, mais c'est beaucoup plus difficile à faire. On le reverra. Si je vous invite à rentrer chez vous ce soir et à prendre un thermomètre qui monte jusqu'à 100 degrés, vous faites bouillir de l'eau, ça ne bout pas à 100 degrés chez vous. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que la pression de l'eau au-dessus de votre système, c'est pas 1 bar. C'est l'atmosphère qui vaut 1 bar. Et pour que ça boue à 100 degrés, il faut que la pression de l'eau soit égale à 1 bar. D'accord? Donc en général, vous faites la cuisine à 90 degrés, 92 degrés, etc. Ça, c'est plus bas. Donc ça, c'est plus compliqué. Donc ça, on a mis du temps à le trouver, celui-là. Et il y a le troisième, je ne sais pas qui a eu cette idée, mais ça existe, c'est la température interne des mammifères. Je ne veux aucune question sur la première personne qui a eu cette idée, mais ça marche. D'accord, voilà. Autrement dit, vous prenez un télescope, vous le mettez dans un mammifère, je n'ai fais aucun commentaire sur le sujet, et vous trouvez que ça a toujours la même température. D'accord? Donc, et le quatrième qui est un peu plus tardif, surtout parce que c'est une confusion, c'est la température d'ébullition de l'alcool, de l'éthanol. D'accord? Voilà. Sachant que c'est une époque où on ne sait pas à ce point-là isoler l'éthanol, donc c'est très entaché de problèmes. À partir du moment où vous avez fait ça, vous allez choisir 2 points fixes et vous allez faire une échelle entre les deux. Ça génère les 2 échelles de température qu'on connaît aujourd'hui. La première, c'est l'échelle Celsius, qui porte très mal son nom, qui est plutôt l'échelle centigrade, où vous dites, la glace, on va lui donner un nombre. Donc en l'occurrence, chez Celsius, c'est 100 la glace et 0 l'eau bouillante. Et ça a été renversé en France par un mec qui s'appelle Linné. D'accord? Donc l'échelle centigrade, mais en gros, vous dites ça, c'est 0, ça, c'est 100, et vous coupez en 100 graduations au milieu. Et donc en fait, si vous donnez un truc assez déprimant, c'est la vraie définition de la température. La température, c'est ce qui est mesuré par un thermomètre. C'est triste, mais c'est comme ça. Un thermomètre, c'est un thermoscope gradué. Et la température, c'est ce que ce truc-là vous raconte. Il n'existe pas d'autre définition, pour l'instant en tout cas, de la température. Il y en a un autre qui s'appelle Fahrenheit, qui va faire exactement la même chose en prenant 2 autres points fixes, à savoir la température de congélation de l'eau, le mélange eau-glace, et la température interne des mammifères, qui va diviser en un nombre de graduations un peu bizarre et surtout qui va décaler pour que les températures ne soient jamais négatives dans le bled où il est. Voilà, c'est pour ça que l'échelle Fahrenheit, c'est des températures beaucoup plus élevées parce qu'elles sont décalées vers le haut. En soi, c'est le même principe. L'échelle centigrade a fini par gagner tout simplement parce que la science a été développée par les Européens au XIXe siècle et pas par les Américains qui avaient plein de gens à tuer, ils avaient autre chose à faire. Donc voilà, ça n'a pas changé finalement. Et donc globalement, voilà. Mais il n'y a pas de différence de nature profonde entre l'élaboration de l'échelle centigrade et l'élaboration de l'échelle Fahrenheit. C'est grosso modo le même principe. Une fois qu'on a fait ça, on est capable de mesurer la température avec un objet reproductible, gradué, avec des nombres. D'accord? Voilà. Ok. Jusque-là, il ne se passe pas grand-chose. Et arrive un mec qui s'appelle Lavoisier. Vous connaissez Lavoisier peut-être, d'accord? Lavoisier, c'est celui qui a inventé la chimie, d'accord? Celui qui a inventé les molécules, la nomenclature, et qui a en particulier posé toutes les bases de la chimie en disant, si on veut dire que ça c'est un corps, ça veut dire qu'il faut savoir le synthétiser à partir de ses constituants élémentaires et le décomposer pour retrouver les constituants élémentaires. C'est un gros travail. Lavoisier aurait pu faire beaucoup plus s'il n'avait pas été décapité par la Révolution française, puisqu'on décapitait les gouvernements sortants à chaque fois, donc forcément quand on devient ministre de la science, on meurt à la fin de son mandat. Voilà, ça calme un peu les ardeurs, mais bon, c'est comme ça. Voilà, période un peu troublée. Parfois, bon, pardon, je ne déraperai pas sur le sujet. Donc, l'idée c'est que Lavoisier, il a une idée, il se dit, en fait, à l'intérieur des corps, il y a un truc qu'on appelle le calorique, un fluide, d'accord? Et en fait, ce fluide, c'est lui qui va encaisser quand on chauffe en fait un corps, c'est lui qui va récupérer la chaleur, et il va gonfler. Et donc, les molécules vont être plus séparées les unes des autres, et c'est ça qui explique la dilatation des corps. L'idée n'est pas conne, et surtout pour celles et ceux parmi vous qui s'intéressent aux problèmes modernes de l'astrophysique, du genre la matière noire, l'énergie noire, vous remarquez qu'on fait toujours la même chose. On invente un truc, et on essaie de voir quelles sont les propriétés de ce machin, et puis il y a des fois ce truc survit, puis il y a des fois ce truc survit pas. Voilà, c'est le cas du calorique en particulier qui n'a pas survécu
mais qui va donner un certain nombre de termes en thermodynamique, en particulier la calorimétrie. Bon, on en est là. Sur ces entrefaites, arrive quelqu'un, et c'est pour ça que j'arrive là, arrive quelqu'un qui s'appelle Thomson. C'est pas le même Thomson, ni celui-là, l'autre. Il y en a plein des Thomson du XIXe siècle, ils s'écrivent aucun pareil. Il y a des H, des M, des P qui se baladent un peu partout. D'accord, voilà. Lui, il va devenir le comte Rumford. Donc vous croyez peut-être Rumford plus souvent dans la littérature que Thomson. Thomson, c'est pas du tout un physicien. Thomson, c'est un ingénieur des armées. D'accord. Donc c'est un Américain au départ. Et en fait, il est au départ chargé de superviser la fabrication des canons. D'accord. On a déjà parlé de celui-là. Voilà. Ok, moi je vais aller vite alors. Et donc, en gros, lui, sa question, c'est combien de flotte il faut pour refroidir un canon quand vous le percez. D'accord. Question de logistique militaire assez importante quand même par ailleurs. Et en fait, ce monsieur va inventer un truc hyper important qu'on appelle le calorimètre. Grosso modo, on a une boîte thermiquement étanche, d'accord, avec une quantité connue d'eau dedans. Alors, ce monsieur bénéficie de la Révolution française, parce que maintenant, on a des balances, on a des poids, on a des unités universelles, donc on peut peser 1 kg d'eau, on sait exactement ce que c'est. D'accord, il y a aussi tout ça qui rentre là-dedans. Et en fait, lorsque vous faites un processus physique, vous essayez de faire en sorte qu'il soit en contact extrêmement fort avec ce truc-là, et vous mesurez tout simplement l'élévation de température de l'eau à l'intérieur de votre calorimètre. Ça a l'air débile comme ça, mais c'est la base de l'intégralité de la physique, parce qu'à partir du moment où vous réalisez que n'importe quel processus physique, de la mécanique, de l'électricité, de la chimie, d'accord, en combustion, un déplacement, une variation de hauteur, peuvent être convertis en quelque chose qui va dissiper ce qu'on va appeler plus tard de l'énergie à l'intérieur d'un calorimètre, et vous pouvez le relier à une augmentation de température, ça signifie donc que vous pouvez trouver une grandeur commune entre l'intégralité de ces sujets. Ça, c'est la base de la physique. Ça veut dire que les unités ont des rapports entre elles. D'accord ? Ça veut dire que tout ceci, c'est des joules. Alors à l'époque, on appelait ça un calorie. On revient à ça un peu pendant le cours de thermodynamique. Donc une calorie, c'est la quantité d'énergie qu'il faut pour élever 1 gramme d'eau de 1 degré. C'est l'origine historique de ce truc-là. Puisque c'est comme ça que ça se mesurait. Et au fur et à mesure, après cette invention-là, vous avez tout le monde. Et là, vous les avez tous. Joule, Faraday, Volta, Avogadro, voilà, tous les clowns que vous connaissez qui passent par le calorimètre en disant, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Si je fais mon bousin, combien ça fait d'énergie? Et donc, vous pouvez faire des rapports entre toutes les unités. Vous pouvez comprendre que RI carré, ça vous fait ça. Ça vous donne de l'énergie. Vous pouvez comprendre que MGZ, ça vous fait de l'énergie. D'accord? Vous pouvez comprendre que lambda V carré, ça fait de l'énergie. Vous pouvez comprendre que faire une réaction chimique, ça fait de l'énergie. Etc., etc. Et donc, en gros, quand je dis que c'est la base de la physique, ce truc-là, c'est ça dont on parle, en fait. On parle du fait qu'à un moment donné, on va prendre des choses qui ont l'air extrêmement éparses pour finalement les réunir dans une seule discipline qu'on va appeler la physique aujourd'hui. Grosso modo, la physique, c'est l'étude des transformations de l'énergie. Ça n'est que ça. Alors, ensuite arrive effectivement quelqu'un qui s'appelle Sadi Carnot. Et Sadi Carnot, il a toujours l'idée du calorique dans la tête, parce qu'en fait, on a un autre problème. Une fois qu'on a compris, qu'on commence à évoluer ces histoires d'énergie, alors petite remarque, le mot énergie arrive extrêmement tard en français. Je crois que la première occurrence du mot énergie en français, c'est 1884. D'accord ? Le premier papier d'unification de l'énergie, c'est Helmholtz, et il parle de force à l'époque. D'accord ? Et à un moment donné, je crois que c'est Planck qui dit on va arrêter, on va séparer les conneries, les forces et les énergies, c'est pas la même chose. Donc on va juste donner un nom spécifique à ce truc-là, et il reprend l'expression de Bernoulli, et puis c'est terminé. L'idée qui vient après, c'est que, en fait, on a une vision de l'énergie. En fait, si vous réfléchissez un peu au monde qui vous entoure, vous avez littéralement deux types d'énergie. En fait, vous avez une énergie qui est une énergie qu'on pourrait qualifier de conservative. C'est celle qu'on a vue en mécanique. Autrement dit, vous avez un ressort, vous fournissez une énergie pour compresser le ressort et vous pouvez la récupérer après. D'accord ? Si vous n'avez que ce genre d'énergie, que des forces conservatives, vous savez en fait que cette énergie change de forme, mais globalement, ce truc-là n'est pas perdu. Vous pouvez la récupérer. D'accord ? Et l'essence même des trucs que vous pouvez récupérer, c'est que c'est réversible. Autrement dit, si vous filmez un pendule, ça on a déjà parlé avec Aaron Fest, si vous filmez un pendule qui oscille sans frottement, et que vous passez la vidéo dans l'autre sens, vous ne voyez rien, vous ne voyez pas de différence. D'accord ? Et vous avez une forme d'énergie qu'on pourrait qualifier de dégradée. C'est-à-dire une forme d'énergie que vous ne pouvez pas récupérer. Vous faites la même chose mais avec des frottements. D'accord ? L'énergie d'oscillation du pendule au fur et à mesure va se dissiper dans l'air. Et vous ne la récupérez pas, celle-là. Vous ne pouvez pas, à un moment donné, récupérer toutes vos molécules d'air
pour qu'elle vienne réaccélérer votre pendule dans l'autre sens. Ceci n'arrive pas. D'accord? Et donc, en gros, on se rend compte que toujours, la forme dégradée de l'énergie, c'est un effet thermique. En gros, vous perdez de l'énergie ou vous dégradez de l'énergie que lorsque vous faites un échange de type thermique. D'accord? Ce qu'on appelait avant la chaleur, ce qu'on appelle maintenant le transfert thermique. Donc, grosso modo, vous avez deux types d'échange d'énergie. Un type d'échange d'énergie qu'on a déjà vu, qui est de l'énergie mécanique, littéralement, que vous pouvez donner ou récupérer. Vous avez la même avec l'énergie électrique. Vous savez, vous pouvez donner de l'énergie à un condensateur, puis la récupérer ensuite. La bobine, c'est pareil. Mais par contre, si jamais il y a une résistance dans le tas, qui, elle, va provoquer une conversion d'énergie sympa, entre guillemets, en énergie pas sympa, c'est-à-dire un transfert thermique, ça va chauffer une résistance, d'accord? Et bien en fait, là, vous allez perdre quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'on perd de l'énergie, hein. Ça veut juste dire que l'énergie, sa quantité complète, elle est conservée, mais par contre, elle a un in fine, elle est toujours transformée en une forme dégradée. Ça, c'est l'aspect thermique. Voilà. Alors ça, c'est très pénible. C'est très pénible parce que, en fait, ça veut dire que quand vous faites un effort mécanique, vous allez le perdre à l'arrivée. D'accord? Et donc, on sait très très bien convertir un effort mécanique en effort thermique. D'accord? Quand vous avez froid l'hiver, faites ça. Voilà. Convertissez littéralement un effort mécanique en effort thermique. C'est exactement ce que vous faites. Voilà. Mais on ne sait pas faire le contraire. D'accord? Et ça, c'est un truc qui est un problème de fond parce que depuis le XVIIe siècle, XVIIIe, pardon, il y a des gens comme Cugnot, par exemple, comme Papin, d'accord, qui ont inventé des trucs qui suggèrent qu'on pourrait faire le contraire. Autrement dit, qu'on pourrait chauffer des trucs pour faire bouger des trucs. C'est-à-dire qu'on arrive à faire bouger des machins en brûlant du bois ou du charbon ou ce que vous voulez. D'accord? Le contraire est ultra simple. D'accord? Bouger des trucs pour produire du chaud, ça c'est facile. Mais produire du mouvement en utilisant des phénomènes thermiques, ça c'est un défi considérable. Alors, vous, ça vous semble complètement trivial parce que vous vivez dans un monde de machines, parce que c'est ça qu'on est en train d'inventer en fait. Je vous rappelle qu'avant qu'on invente la thermodynamique, il n'y a pas de machine. Ou en tout cas, le mot machine, c'est pas la même définition. Une machine, jusqu'à la thermodynamique, c'est un dispositif qui transforme une énergie mécanique en une autre énergie mécanique. Mais ce que vous sortez en bas, vous devez le fournir en haut. D'accord? Donc vous utilisez des gens, des animaux, les deux, on ne fait pas trop la différence, peu de choses près, voilà, pour faire tourner le monde. On est d'accord? Et un jour, vous découvrez un truc vachement génial, c'est que vous pouvez vous passer des gens, en tout cas occuper les gens à faire autre chose, genre ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est-à-dire pas grand-chose, d'accord? Et pendant ce temps-là, vous faites bosser rien, c'est-à-dire vous prenez gratuitement ce que la Terre a mis des millions d'années à produire, vous les brûlez comme des guignols et vous faites des machines avec. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est vous raconte ce que j'ai déjà dit. Nous vivons dans une société perfusée par le pétrole, aussi grâce à ça. Donc le but initial de la thermodynamique, c'est en fait de comprendre quelles sont les conditions, quelles sont les contraintes structurelles qui font que est-ce qu'on peut transformer un effet thermique en un effet mécanique. C'est d'ailleurs pour ça que la thermodynamique s'appelle la thermodynamique. Fabriquer de la dynamique avec des effets thermiques. Faire bouger un truc en brûlant un autre truc. Simple. Ce qu'on va appeler une machine. Et la quête de ça, donc effectivement, le premier qui va écrire un truc décisif sur ce sujet, c'est Carnot, mais Carnot, en fait, se trompe pas mal parce qu'il a encore dans sa tête l'idée du calorique de Lavoisier. Donc pour lui, le calorique, c'est un truc qui coule. C'est comme un liquide qui coulerait de la source chaude vers la source froide et qui ferait tourner quelque chose, d'accord? Donc petite remarque, Carnot, ce qu'il invente là et les contraintes qu'il met dans son bouquin, c'est ce qu'on avait appelé le second principe de la thermodynamique. En particulier, Carnot raconte que ce fluide ne peut pas, de la même façon qu'un fluide ne peut pas remonter tout seul, un fluide ne peut pas aller du froid vers le chaud, le calorique, d'accord? Alors bien sûr, ça ne se passe pas du tout comme ça, en vrai, pour d'autres raisons, mais ça, c'est pas la question. Les équations et les contraintes que Carnot sort dans son texte, plus exactement. Carnot est mort très très jeune, donc il a écrit un truc, hein, globalement, c'est pas très compliqué. Je sais pas ce qu'il avait, la tuberculose, une connerie comme ça, enfin, il n'a pas bien survécu. Il y en a quelques-uns comme ça, des gens brillants que, bon, voilà, c'était le 19e siècle, quoi. Voilà. En maths, il y en a un autre, c'est Abel, je sais pas si vous connaissez. Le mec, il a produit en 4 ans des trucs absolument incroyables, puis il est mort, voilà. C'est une chose qui arrive. Donc c'est le même genre de gag. Et donc il a inventé ce qu'on appelle le second principe, d'accord, qu'on va voir en cours dans quelques semaines.
Dans l'ordre, ensuite, il y a le premier principe, qui est le principe de la conservation de l'énergie, qui est celui que vous avez déjà croisé à plein d'égards. Petite remarque, le premier principe n'est pas uniquement, en tout cas le fait que l'énergie soit conservée, et n'est pas c'est une conséquence du premier principe, mais le premier principe vous raconte pas ça. Le premier principe vous raconte que vous n'avez que deux façons de faire changer l'énergie d'un système, soit de façon dégradée, c'est-à-dire d'un effet thermique, soit de façon non dégradée, c'est-à-dire par du travail mécanique. D'accord? Chose qu'on a, la moitié qu'on a déjà vue. Oui. Et il expliquait quoi dans son cycle? En fait, le cycle de Carnot, c'est en fait Carnot explique comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser le rendement d'un moteur. C'est son obsession, c'est-à-dire grosso modo comment on peut faire. Donc déjà, Carnot comprend que s'il n'y a qu'une seule source chaude, bah, ça ne marche pas parce que... Alors, je le fais avec les idées de Carnot, hein, d'accord? C'est pas du tout les mêmes idées qu'on a aujourd'hui. Mais l'idée de Carnot, c'est de dire comme le calorie qui passe du chaud vers le froid et que ça doit couler pour entraîner la roue du travail, d'accord? Déjà, ce que Carnot explique, c'est qu'il ne peut pas y avoir qu'une seule source chaude ou qu'une seule source froide. C'est-à-dire que si tu fais chauffer quelque chose mais qu'il n'y a rien pour évacuer la chaleur, tu ne peux pas faire de machine. Donc ça, c'est exprimé en termes modernes sur le fait qu'un moteur monotherme est impossible. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, Carnot va essayer d'optimiser le truc en disant, en fait, comme il faut qu'il y ait deux températures, il faut que dans certaines phases, dans les phases mécaniques, il faut que les échanges thermiques soient les plus faibles possibles parce que ceux-là vont être dégradés. Et donc, en fait, en gros, ce que raconte Carnot, c'est que tu dois soit ne pas échanger de trucs thermiques entre les deux, soit échanger des trucs thermiques uniquement avec le chaud ou uniquement avec le froid. Donc, grosso modo, ce que te raconte Carnot, c'est que le cycle réversible, le meilleur, pour un truc ditherme comme ça, il est composé de deux adiabatiques et enfin, ce qu'on appelle les adiabatiques, c'est-à-dire pas d'échange de chaleur, et deux isothermes, c'est-à-dire pas de changement de température. Donc, il explique ça s'appelle le cycle de Carnot. Petite remarque, c'est lui qui va... Et ça, c'est extrêmement incroyable parce que c'est quand même lui qui explique que dans un moteur ditherme, le rendement maximal, c'est 30%. Point barre. Vous pouvez vous battre autrement. Et que c'est pas une question parce qu'on ne sait pas construire les bons moteurs. C'est un point de vue fondamental. Alors, pourquoi ce truc-là est en plus très intéressant? Parce que je vous rappelle que le 19e siècle est l'élaboration de l'intégralité des théories scientifiques modernes, encore globalement, et que, à ma connaissance, aucune nation vécue au XXe siècle, en tout cas intacte, sauf celle-là. D'accord? La mécanique s'est fait éclater par la mécanique quantique, la relativité, l'électromagnétisme, pareil, la mécanique des fluides, même punition, etc., etc. La thermodynamique, ça reste les piliers de la physique, mais c'est des piliers massifs. Massifs, massifs. D'accord? À tel point, anecdote, au bureau des brevets, toute invention qui viole manifestement l'un des deux principes de la thermodynamique n'est plus acceptée. On arrête les conneries, d'accord? On ne remplit pas les étagères avec les inventions des gens débiles. D'accord? Voilà. Ça, c'est le principe. Donc, grosso modo, le mec qui se pointe en expliquant, je sais pas, le moteur à eau, ce genre de conneries, le moteur électrolyse, tous les trucs débiles où manifestement, quand même, il y a de l'énergie qui vient de nulle part, eh on arrête. Je parle du moteur à eau pur, je ne parle pas du fait de rajouter de l'eau dans son carburateur via un truc intelligent, d'accord? Faire du sous-étageage. D'accord? Le moteur à eau, c'est vous mettez de l'eau, vous faites une électrolyse, faites boum avec l'eau, et vous faites avancer votre voiture à l'infini avec un plein avec de l'eau, mais on nous cache, on nous ment, et on nous machin. Mais qui est assez... Enfin, bon, non, j'arrête. Qui est assez débile voilà, il me provoque. Qui est assez débile pour penser que les gens se jetteraient pas sur la fabrication d'une voiture, ou simplement faut mettre de l'eau dedans, quoi. Bah bon. Donc, en gros, voilà. Ça, c'est des trucs. Et théoriquement, ceci doit devenir votre réflexe de physicien et de physicienne standard. Si on vous montre une manip qui manifestement ne conserve pas l'énergie, vous devez au moins réagir par... Voilà. Le petit froncement dubitatif du physicien aguerri, Voilà. Donc, les mouvements perpétuels, les prises multiples qui alimentent une ville... Enfin voilà, c'est bon, enfin toutes les conneries qu'on voit sur Internet, hein, quand même, voilà, c'est magique, voilà, c'est super. Bah faut arrêter d'aller sur Internet. Non, moi je dois pas arrêter d'aller sur Internet. Ces gens-là doivent arrêter d'aller sur Internet. Moi j'ai tout à fait le droit d'accéder à la connaissance à partir du moment où il n'y a pas des gens qui chient dans les dictionnaires, quoi. Je veux dire, c'est tout, voilà. Ben, c'est ça. Bah tout simplement parce que ce processus est relativement simple. En gros, tu prends un moteur à électrolyse. Le moteur à électrolyse, c'est un moteur à explosion. Donc, tu mets de l'eau. Tu fournis de l'énergie pour fabriquer du dihydrogène et du dioxygène. Voilà. Tu fais boum avec le dihydrogène et ça te fait un moteur thermique. Même si tu n'as pas la thermodynamique dans le tas, l'énergie que tu récupères à l'arrivée, c'est l'énergie que tu as fournie pour faire l'électrolyse. Point barre. Fini.
Et donc après, quand tu recharges ta batterie pour faire ton électrolyse, bah, ça marche plus. C'est ça le moteur à eau, c'est que ton mouvement recharge la batterie. Et tu peux refaire de l'électrolyse derrière. C'est ça le mythe du moteur à eau, hein, quand même. Hein. C'est le fait que tu as un truc perpétuel au milieu, tranquillement, avec la chose que tu fais, c'est mettre de l'eau dedans. Et ça ne marche pas. Si tu prends les 30% de Carnot dans l'histoire, c'est juste un délire absolu, quoi. D'ailleurs, bon voilà, essayez de construire un moteur à eau, vous allez voir, ça va être rigolo, quoi. Alors bien sûr, si vous avez une voiture branchée sur le réseau électrique, qui vous fait de l'électrolyse, ça c'est une voiture à hydrogène, ça. Vous fabriquez de l'hydrogène, vous mettez dans votre voiture, et là vous faites exploser l'hydrogène. Mais c'est pas vous qui faites l'hydrogène, c'est le réseau électrique, d'accord? Mais encore mieux, si la Terre a bossé pour toi et a fait un truc où quand tu le brûles, ça dégage à peu près 600 millions d'années d'efforts tectoniques, ah bah t'es content. Voilà, c'est pas le pétrole, c'est magique. Voilà. Parce que c'est ça dont on parle, hein, quand même, hein, d'accord? On parle du fait que la planète Terre a fait pendant 600 millions d'années sur des cadavres pour bien tasser de l'énergie là-dedans, et quand vous le brûlez, vous pouvez faire des kilomètres. C'est cool. Voilà. C'est plancton marrant en général, c'est plus bas. On est d'accord là-dessus, c'est bon? Donc on va commencer. Donc c'est ça la perspective, et c'est un chapitre extrêmement important à plein d'égards. Il n'y a pas que pour moi quand même, parce que c'est vraiment le chapitre fondamental en physique. Autrement dit, quand vous commencez à raconter des conneries en thermodynamique, ça se voit vraiment. D'accord? Voilà. Et ce qui est assez sympa avec la thermodynamique par ailleurs, c'est que c'est une discipline d'ingénierie au départ. Ce qui fait que c'est une discipline assez curieusement avec un formalisme très faible. D'accord? C'est vraiment... La thermodynamique pour moi c'est un truc assez prodigieux parce que ça vous permet de prédire des contraintes structurelles ultra fortes sur des systèmes dont vous n'avez aucune idée de comment ils fonctionnent. Moi je connais le rendement maximal sur un nucléaire, je le sais. Même si j'ai aucune idée de comment ça marche en interne. Aucune. On peut connaître le rendement maximal d'un moteur thermique sans avoir aucune idée de comment marche un moteur. C'est la thermodynamique qui vous raconte ça, parce que c'est structurel à la façon dont notre univers est foutu. C'est relié à un truc, c'est que le temps s'écoule toujours dans le même sens. Ce qui est un truc qui, pour l'instant, a l'air de plutôt bien marcher. Sauf si vous connaissez déjà les questions du DS de demain. Visiblement non. Donc voilà, le temps s'écoule toujours dans le même sens. Voilà, on est parti. Voilà. Vous êtes d'accord? Bien. La thermodynamique est donc une discipline relativement subtile pour le coup, avec pas mal de définitions, okay, et surtout des formules très légères, mais qui se ressemblent toutes. Et en particulier avec des conditions d'application. Voilà, quand on a ça, il se passe ça, quand on a ça, il se passe ça. Donc ça demande un effort d'apprentissage qui peut être un peu lourd, mais surtout qui est beaucoup plus subtil que de la mécanique, où grosso modo vous avez 3 théorèmes, et avec lesquels vous essayez d'assommer tout ce qui bouge, jusqu'à ce que soit la masse casse, soit le problème meurt, enfin, ou les deux, enfin, on ne sait pas trop. D'accord? Donc, vraiment, la thermodynamique, c'est quand même vachement plus subtil que la méca. Donc, quand même, bon, voilà, on y va. Donc, c'est vrai que j'aime pas Newton, hein, mais c'est vrai que la mécanique, c'est un peu... tu vas parler, voilà, jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors que bon, là, on fait des trucs quand même un peu plus fins. Ok? Donc, on y va. On va faire des grandes définitions au départ. On va y avoir plein de choses. Et bon, on est parti, hein. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, en tout cas qui cherche à gagner. Voilà. J'aime pas, c'est une bonne craie ça? Non, c'est pas une bonne craie. Il est où mon verre que j'aime? Il est là. Parfait. Donc je me prépare à une longue séance de verre. Voilà. On en est parti. Description des systèmes. Alors, on va retrouver dans ce paragraphe un certain nombre de définitions que j'ai déjà données. D'accord? C'est pas grave, on en recolle une couche. Et des choses qu'on a déjà croisées. Alors, un système, on a déjà défini ce que c'était. Vous vous souvenez? Non, manifestement. Ok. Un système est une zone de l'espace. On n'a jamais défini un système? C'est ça, je l'ai fait. Et donc une zone de l'espace non nécessairement connexe voilà. Et en général, ce système contient de la matière, d'accord, même si le système vide existe a priori. En général, contenant de la matière. Alors jusqu'à présent en mécanique, le non nécessairement connexe, vous ne compreniez pas trop pourquoi c'était le cas. Ici, c'est extrêmement important. Si vous étudiez par exemple, je ne sais pas,
du gaz qui sort d'un échappement ou d'un tuyau, vous savez qu'en fait, ce gaz va se disperser. Et a priori, vous allez avoir des parties du gaz qui ne se voient plus les unes les autres, mais vous pouvez toujours continuer à étudier ça comme un système qui juste est en train de se disperser tranquillement, avec une forme de problème. Alors, ce qui est extrêmement important dans cette histoire, c'est qu'on va supposer que les frontières de ce système sont suffisamment régulières pour qu'on puisse définir un intérieur et un extérieur du système de façon univoque. Autrement dit, c'est pas une bouteille de Klein, c'est pas un volume fractal, c'est pas un truc dégueulasse comme ça, d'accord? Un truc que mes chers collègues de mathématiques adorent inventer pour nous faire chier, pour dire ah non mais attendez, il existe des volumes où il n'y a pas d'intérieur, pas de sérieux quoi, arrêtez un peu là, nous faire chier tout le temps, d'accord? Donc c'est ça qu'on va supposer, on va supposer que ce truc est normal, vous voyez, un truc, on le ferme et on peut faire un emballage et il y a le dedans et le dehors, d'accord? Voilà. Je me rappelle que si vous offrez une bouteille de Klein à quelqu'un, vous lui offrez littéralement un cadeau qu'il a déjà vu. Parce que l'intérieur, c'est tout l'univers qui est dehors. Parce que. Oh. Vous avez jamais vu une bouteille de Klein? C'est une bouteille, il n'y a pas d'intérieur et pas d'extérieur. Enfin, ou c'est la même chose, quoi, en gros. Déjà, c'est une bouteille, on ne peut pas picoler avec, donc c'est aucun intérêt. On va recommencer. Et voilà. C'est ça, ouais, c'est le problème physique, ça. Donc, on suppose que ce système a une frontière suffisamment régulière pour pouvoir définir un intérieur. Donc, grosso modo, vous avez des trucs qui... Voilà. Et l'extérieur du système, ça va être extrêmement simple à définir. Ça va être l'intégralité de l'univers privé du système. Donc l'extérieur, c'est tout l'univers. Voilà. L'extérieur est alors le reste de l'univers. Voilà. Donc grosso modo, je sais pas, vous prenez cet objet-là, d'accord, vous dites ça c'est mon système, donc tout ce qui est à l'intérieur de ce truc-là c'est le système, et puis l'extérieur c'est tout le reste. Quoi. Voilà, c'est bon, c'est pas hyper compliqué comme définition. Alors, un système peut avoir un certain nombre de caractéristiques qui ne sont pas très difficiles à comprendre pour le coup, mais on va essayer de faire ça. Alors, si un système ne peut pas échanger de matière avec l'extérieur, on dit qu'il est fermé. Ça signifie donc que la quantité de matière à l'intérieur du système, sauf réaction chimique en tout cas, sera constante. Ça, c'est la définition de fermé. Donc, un système qui ne peut pas échanger de matière avec l'extérieur est dit fermé. C'est littéralement la définition standard, en tout cas usuelle du mot fermé. Fermer une boîte, fermer, pas échanger de la matière avec l'extérieur. Alors vous appelez ça en vrai hermétique, plus que fermé, d'accord? C'est la définition. Dans le cas contraire, il est dit comment? Ouvert, voilà. Dans le cas contraire, il est dit ouvert. Voilà. Alors, donc là, vous voyez que c'est une contrainte sur le système, sur ses frontières, en particulier. Vous avez un autre cas, un système qui ne peut pas échanger d'énergie avec l'extérieur, il porte un nom que vous connaissez déjà, on dit qu'il est isolé. D'accord. Un système qui ne peut pas échanger d'énergie avec l'extérieur est dit isolé. Il n'existe pas de terme contraire, on dit non isolé quand il n'est pas isolé. Donc il n'y a pas de mot spécifique sur le sujet. Question, est-ce qu'un système isolé peut être ouvert? Non, effectivement, c'est littéralement impossible
Tout simplement parce que la matière transporte elle-même de l'énergie. Et donc, grosso modo, si vous voulez que vos systèmes soient isolés, vous ne pouvez pas laisser de la matière se barrer, parce que sinon vous allez perdre également de l'énergie. Donc ça, c'est une propriété assez évidente. On a que isolé implique ouvert. Fermé, pardon. Voilà. Ou la contraposée de ça, ouvert implique non isolé. Ceci n'est pas une équivalence, vous pouvez avoir un système fermé, mais qui n'est pas isolé. Typiquement, vous pouvez imaginer une boîte en métal, par exemple, la matière ne s'échappe pas, mais vous pouvez avoir des échanges thermiques, par exemple, avec l'extérieur, etc., etc. Alors, je prends un tout petit peu d'avance pour que toutes les définitions soient mises dans le même panier. Grosso modo, mais on va pour l'instant, je vais faire appel à votre sens commun, on va dire. Donc, grosso modo, il existe un type d'échange d'énergie qu'on appelle les transferts thermiques, d'accord? Typiquement, ce que vous appelez parfois la chaleur, enfin chauffer quelque chose, refroidir quelque chose, on va appeler ça un transfert thermique. Et un système qui ne peut pas avoir de transfert thermique avec l'extérieur, il est dit adiabatique. Voilà, ça c'est le mot que vous allez entendre le plus souvent dans les prochaines semaines. Je l'ai déjà dit tout à l'heure par ailleurs. Donc voilà. Un système qui ne peut pas échanger, qui ne peut pas avoir, présenter, j'y arrive. Présenter de transfert thermique avec l'extérieur est dit adiabatique. On a donc bien évidemment le fait qu'un système isolé est forcément adiabatique, d'accord? Par contre, un système adiabatique peut échanger par contre de l'énergie sous d'autres formes, d'accord? Donc, isolé implique adiabatique, le contraire n'est bien entendu pas vrai. On est d'accord? Je vais peut-être je vais le mettre ici. Donc, petite remarque en termes de vocabulaire, il y a plein de vocabulaire en thermodynamique, parce que c'est une discipline un peu vieille, donc forcément il y a des vocabulaires qui ont l'air un peu vieillots. Remarque. Si un système adiabatique, si vous utilisez des parois comme ça, en fait, le mot adiabatique, évidemment, s'applique également à des parois qui empêchent le transfert thermique. Par exemple, si vous avez, je sais pas, un thermos, par exemple, il faut dire que les parois sont adiabatiques. D'accord? Donc, ce vocabulaire s'applique également à une paroi thermiquement isolante. Et en général, en thermodynamique, les parois thermiquement isolantes sont notées comme ça, par deux traits, pour dire que vous n'avez pas de transfert thermique dans cette histoire. Et j'en profite pour un petit mot. Alors c'est vraiment si vous tombez dessus dans les exercices, c'est un mot un peu vieux, mais je le mets. Donc une paroi qui n'est pas adiabatique, elle est dite diatherme. Vous avez deux températures de chaque côté, et elle peut laisser passer les choses. Une paroi non adiabatique est parfois dite diatherme. Voilà. Et elle est notée comme ça. Voilà. Et là, vous avez donc un transfert thermique possible. Entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, c'est l'idée. Voilà. Dernière chose, et ça c'est un concept hyper important, et là je vais revenir un peu là-dessus, après la définition. Un système qui ne peut pas changer de volume est dit isochore. Alors, pourquoi ces concepts sont extrêmement importants?
Et surtout, c'est la même question, pourquoi est-ce qu'on a inventé les moteurs au 19e siècle et pas au 17e, au 15e ou avant Jésus-Christ? Parce qu'en fait, assez curieusement, l'ingénierie, les roues dentées, les joints, les machins, tout ça, c'est connu depuis fort longtemps. C'est-à-dire que la technologie pour fabriquer un moteur, les pistons, c'est connu depuis hyper longtemps. On sait faire des pompes hydrauliques, mais qu'on actionne à la main. D'accord? Donc en fait, à peu de choses près, des moteurs assez gros et pas avec des vitesses de rotation rapides, c'est un truc qu'on aurait pu inventer techniquement beaucoup plus tôt. Mais ça n'a pas été fait. Alors il y a toujours deux hypothèses dans ce genre de cas, soit parce que l'humanité était complètement débile à cette époque-là, soit parce qu'il y a un truc qui nous manque dans la compréhension générale. Et le truc qui manque à l'époque, c'est les gaz. La compréhension de ce qu'est qu'un gaz, et en particulier la compréhension du fait qu'on peut l'enfermer dedans et lui faire subir des trucs quand il est enfermé. Si vous chauffez un solide, qu'est-ce qui se passe? Je prends un solide, un bout de métal par exemple, et je le mets un briquet dessus, qu'est-ce qui se passe? Sa température augmente, d'accord? Il va se dilater un peu, voilà ce qui va se passer, d'accord? Donc en gros, pour un solide ou pour un liquide, c'est un peu le même problème. Vous avez en fait une séparation complète entre les phénomènes thermiques d'un côté, vous chauffez, vous avez une élévation de la température, et les phénomènes mécaniques de l'autre. Vous voulez déplacer un solide, vous le poussez. D'accord? Tant qu'on n'a que ces deux systèmes-là à portée de main, et je vous rappelle que factuellement, vous le savez parce que vous êtes allé à l'école, mais il n'est pas évident que vous êtes entouré de gaz. C'est pas vrai. C'est-à-dire, ça se voit pas. Voilà. Alors bien sûr, quand vous bougez les mains, vous sentez qu'il y a un peu des courants d'air, mais bien sûr, vous ne pouvez pas mesurer à quel point vous êtes cultivé d'un point de vue strictement culture générale par rapport à quelqu'un d'il y a 3 siècles. Le fait que ce soit évident pour vous que vous baignez dans une atmosphère, c'est pas du tout évident il y a 3 siècles. D'accord? Le fait qu'après que Lavoisier soit passé par là et qu'on sache isoler des gaz, les enfermer, leur faire changer de volume, ça vous va faire un truc absolument incroyable, c'est que vous allez pouvoir fournir du travail pour déformer un gaz, et si vous faites ça, le gaz il va chauffer. Ou au contraire, si vous chauffez un gaz, il va se dilater de façon considérable, et donc vous allez pouvoir récupérer du travail. Donc, la thermodynamique, c'est-à-dire le fait d'inventer des machines thermiques, procède essentiellement du fait que seules les phases gazeuses sont capables de faire bisou à la partie mécanique et à la partie thermique. Il n'existe en particulier aucun moteur qui fonctionne sans phase gazeuse à l'intérieur. Si vous mettez l'essence liquide dans un moteur, il meurt. D'accord? Voilà, c'est le gaz qui brûle dans un moteur. D'accord? Et c'est la dilatation du gaz qui va vous donner le travail après combustion de l'essence. D'ailleurs, ce n'est pas l'essence qui fournit le travail, c'est juste pour information. C'est l'air qui est à l'intérieur qui vous dilater en interne par la combustion de l'essence. Vous chauffez de l'air par l'essence. L'essence ne sert entre guillemets à rien d'un point de vue mécanique dans un moteur. C'est juste le fournisseur d'énergie. Donc, le fait de s'intéresser au fait qu'un système puisse ou non changer de volume, et que ce soit lié au fait qu'un système puisse oui ou non, et faire du transfert thermique, c'est en fait la base de la thermodynamique. Donc ces définitions-là, elles ne sont pas là par hasard, d'accord? C'est vraiment un truc extrêmement important. Révisez vraiment à ça, hein, d'accord? Alors, petite remarque, quand je parle de moteur, je ne parle pas de moteur électrique. Un moteur électrique n'est en toute rigueur pas un moteur. Un moteur électrique, c'est un truc qui convertit de l'énergie ordonnée en énergie ordonnée. C'est un truc qui convertit de l'électricité en truc mécanique, d'accord? Vous n'avez pas d'effet thermique dans un moteur électrique, outre les pertes dues au frottement des parties mécaniques. D'accord? Donc là, quand je parle de moteur en thermodynamique, je parle de moteur thermique, autrement dit un truc dans lequel on brûle quelque chose, on chauffe, enfin on fait quelque chose avec un truc thermique pour produire du travail. Ce n'est pas le cas d'un moteur électrique, où grosso modo vous convertissez du travail à un autre travail. On est d'accord là-dessus? Voilà. Voilà. Petit 2. Donc là on a nos 4 caractéristiques de système, c'est parfait. On va pouvoir attaquer avec le petit 2. Alors, deuxième chose importante, cette partie s'appelle thermodynamique classique, tout simplement parce qu'en fait, on va se limiter à la thermodynamique pré-Boltzmann. Grosso modo, on ne va pas s'intéresser à comment ça marche dans le détail, mécanistiquement, mais on va juste s'intéresser à la façon dont nous, en tant qu'êtres humains, à notre échelle, on voit le résultat de ça. Et ça, c'est important à comprendre, pour éviter qu'il y ait des conneries. Donc, échelle. Donc, c'est les échelles de description de la matière. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est le moment de tout remettre au bon endroit. Alors, on y va. Donc, en physique, il existe 3 échelles différentes qui vous allez voir, qui se mordent un peu. Donc, il y en a une que vous connaissez très bien. On dit qu'un système est macroscopique
si grosso modo vous pouvez le décrire avec des variables continues. Ce que ça vous raconte, c'est que en fait, vous êtes un système qui est suffisamment grand pour que vous puissiez ignorer complètement l'aspect atomique ou moléculaire de la matière. Alors ça, c'est vrai donc de n'importe quel objet que vous avez sous les yeux. Vous ne voyez pas les atomes, vous pouvez définir une masse volumique, vous pouvez dire que c'est uniforme, voilà, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les systèmes macroscopiques. Donc vous avez peut-être déjà croisé cette définition dans le secondaire, je ne sais pas si on fait ça dans le secondaire ou pas. Est-ce que c'est cette définition-là ou je sais pas. C'est quoi macroscopique qui dit juste un truc à notre échelle. Ouais, ok. Alors une cellule, c'est macroscopique, hein. Enfin, parce que c'est très très loin de l'échelle atomique, en fait. En gros, dès que tu as des trucs qui dépassent allez, la centaine de nanomètres, tu es dans le macroscopique. Voilà, au micron, tu es dans le macroscopique. Voilà. Donc méfiez-vous, les mots sont hyper mauvais. En particulier, le mot microscopique n'a malheureusement rien à voir avec ce que vous voyez avec un microscope. Avec un microscope, vous voyez des systèmes macroscopiques. Hein. D'accord? Un microscope, ça vaut au micron. Pas en dessous. Par définition. Là, pour le coup, ça marche. Ok, juste là. Donc, un système est dit macroscopique si on peut le décrire via des grandeurs continues. En général, ces grandeurs-là, pour la description d'un système, sont des grandeurs intensives. D'accord? Vous avez aussi le volume, mais dans le principe, le fait de pouvoir vous balader à l'intérieur du système, c'est des grandeurs intensives. Donc, la température, la pression, la masse volumique, etc., etc. D'accord? Donc, ça, c'est équivalent à dire qu'on ignore ou on ne voit pas le caractère atomique de la matière. Un atome, maintenant, vous le savez, ça fait à peu près un angstrom de taille, donc 10 puissance moins 10 mètres. Donc, autrement dit, dès que vous êtes à des systèmes qui font de l'ordre du micron, de la dizaine de microns, vous êtes largement dans le macroscopique. Vous êtes à des années-lumière des atomes. D'accord? Voilà. Encore une fois, hein, si vous regardez un truc au microscope, vous ne voyez pas les atomes. Mais vraiment, c'est pas que vous ne les voyez pas parce que vous n'êtes pas loin et vous pouvez vaguement les deviner. Vous voyez, mais juste pas ça. D'accord? Les seuls microscopes où on peut voir les atomes, c'est les microscopes à force atomique. Enfin, voilà. Ce n'est pas des microscopes, c'est pas optique. Donc, au contraire, un système est dit microscopique. Oui. Comment ils font pour voir Ah, c'est ultra simple en fait. Alors, le principe, il est tellement con, tu vas voir. Tu prends une pointe, d'accord, qui est chargée négativement. Tu mets un ressort au-dessus. Et tu te balades le long des atomes et les nuages électroniques des atomes repoussent la pointe et tu mesures la force exercée par le ressort de l'autre côté. Ça, c'est le principe. Je dis pas que on ne voit pas vraiment. Bah, tu ne vois pas, donc effectivement, c'est pas optique. Ça ne peut pas être optique. Hein. La longueur d'onde de l'optique, c'est plusieurs centaines de nanomètres. Hein. Donc, tu es dans les zones macroscopiques. Et donc, après, en dessous, tu as la diffraction, tu as tout ce que tu veux, tu fais rien avec ça. Voilà. Non, les microscopes à force atomique, c'est les microscopes à force atomique, autrement dit, les atomes. Donc après, tu vas scanner comme ça, tu contrôles la position et tu vois l'aiguille qui monte et qui descend et tu vois les petites boules, tu vois ça. Quoi. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que si tu mets un champ électrique dans le sens, tu peux déplacer les atomes avec. Tu peux faire le contraire. Tu pousses avec ta pointe et les atomes ils bougent. Et donc ça, on sait faire ça depuis les années 90. La première prouesse publique de ça, c'est IBM qui a marqué IBM à l'échelle de l'atome, c'est-à-dire que chaque lettre fait 10 atomes de haut, si je ne me trompe pas. Voilà, sur un truc voilà. Propre, quoi. Voilà. Là, c'est propre. Voilà. Donc, on y va. Un système est dit microscopique si on voit le caractère. Alors, on voit avec les guillemets, hein, d'accord? Le caractère atomique. Si on voit ça, ça signifie que votre système est en fait un système discret. Autrement dit, vous avez des points, d'accord, un atome, un autre atome, un autre atome, et entre les deux, vous n'avez rien. Il est donc discret. C'est bon la différence entre discret et continu? Théoriquement, à votre niveau en maths, c'est du vocabulaire que vous devriez connaître sans problème, d'accord? Discret, c'est voilà, point par point, et continu, c'est continu. Oui? Est-ce que vous avez marqué un peu de Voix. Parce qu'on ne le voit pas, enfin, c'est juste pour dire qu'on... Okay. Alors, il y a une troisième échelle de système qui est très très mal
enfin, disons qu'il y a deux acceptions. Celle que je vais vous donner là, c'est une acception qui est une très mauvaise, enfin, il y a un très mauvais rapport entre le nom du truc et ce qu'on fait en vrai, c'est ce qu'on appelle l'échelle mésoscopique. Donc l'échelle mésoscopique, en toute rigueur, ce serait l'échelle intermédiaire. Donc ça existe dans des secteurs de recherche, la physique mésoscopique. C'est de trouver qu'est-ce qui se passe dans les zones où on n'a pas complètement perdu le côté atomique, mais il y en a suffisamment pour qu'on puisse quand même avoir des grandeurs de type température, etc. etc. D'accord. C'est pas ça du tout dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce que moi je vais appeler mésoscopique, c'est un espèce c'est une projection, c'est un modèle, où grosso modo on va pouvoir prendre un système macroscopique et en prélever des bouts aussi petits que l'on veut, sans perdre le caractère macroscopique du problème. Autrement dit, les systèmes mésoscopiques, c'est comme si on n'avait pas d'atomes, ou que les atomes étaient de taille nulle, enfin comme vous voulez, d'accord. C'est grosso modo, on peut plonger, d'accord, sans perdre ça. Donc ça, c'est un modèle, ça n'existe pas, d'accord, sans aucune forme de problème. C'est l'idée de faire des choses. Alors ça, c'est des systèmes que vous connaissez déjà. Dès que j'utilise un DL, un DT, un DV, un truc comme ça, j'utilise du système mésoscopique. En gros, j'utilise un tout petit bout du système, infiniment petit, en me disant que je n'ai pas perdu les propriétés du système à cause de la présence des atomes. D'accord ? C'est le monde des infiniment petits. Donc, un système est dit mésoscopique s'il est à la fois infiniment petit et décrit continuellement. Donc on va faire un certain nombre de propriétés sur le sujet. Donc première chose, la thermodynamique classique ne s'intéresse qu'au système macro et méso. Tout simplement parce que le méso c'est une extension du macro en fait, de façon modélée. Donc la thermodynamique classique ne s'intéresse qu'au système macro et méso, et pas au microscopique. Sinon, il faut faire de la thermodynamique statistique. D'accord. CF, M. Boltzmann et M. Boltzmann. Voilà. Deuxième chose, les grandeurs de type température, pression, masse volumique, enfin grosso modo toutes les grandeurs intensives que vous connaissez, ne sont définies en toute rigueur que pour les systèmes macroscopiques. D'accord ? Les diverses grandeurs, en particulier intensives, ne sont en toute rigueur définies que pour ces systèmes. En toute rigueur, même si en cristallo on fait un truc un peu différent parce qu'on sait qu'il y a un effet de moyenne qui va marcher, mais en vrai, vous ne pouvez pas définir la masse volumique de ce truc-là. Vous faites juste une extension en disant que la masse volumique totale, ça va être la masse de ce truc-là divisée par son volume, et comme vous répétez ça plein de fois, ça va marcher. Mais en vrai, la masse volumique de ça, vous ne la retrouverez pas au milieu en fait. Vous voyez que si vous commencez à vous balader par exemple entre les atomes, vous n'avez pas la même masse volumique, ça va tomber à zéro. Il y a des trous. D'accord ? Donc en gros, parler de masse volumique de ça en considérant que c'est un paramètre intensif, c'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quel bout de ce truc-là et vous allez retrouver la même chose, ça devient faux là, quand vous commencez à tripoter les atomes. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement important, et en particulier, si jamais il y a des gens qui s'intéressent parmi vous, les températures ultra basses, quand on arrive à des températures de l'ordre du micro-Kelvin, en fait, c'est plus de la température telle qu'on l'a définie en thermodynamique. C'est de la température sur un atome, et ça, c'est plus de la température. C'est plus l'énergie cinétique, enfin, c'est juste une conversion énergie cinétique-température en disant que si on calculait la température de la même façon qu'on le fait en physique statistique, alors on trouverait telle température. D'accord ? Mais c'est plus une température. Si vous mettez un thermomètre, tout désingue, quoi. D'accord ? Donc ça, c'est important à piger. Dernière chose qu'on a utilisée extrêmement régulièrement, mais il faut bien que ce soit écrit quelque part. Pour un système mésoscopique, les grandeurs intensives sont uniformes. C'est-à-dire que si vous prenez un truc infiniment petit, bah à l'intérieur, la température, elle ne bouge pas, la pression, elle ne bouge pas, la masse volumique, elle ne bouge pas, dans ce tout petit cube. D'accord ? Et ensuite, ça va bouger.
pour un système méso. Donc là, je vais vous donner un D3V, par exemple. D'accord? Vous vous souvenez, ce D3V, on l'a déjà croisé. C'est un volume élémentaire d'ordre 3. D'accord? Mésoscopique, les grandeurs intensives sont uniformes. Donc l'idée du mésoscopique, c'est de trouver un système. Donc c'est l'idée, je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec un collègue de physique de la vision grecque de l'atome. Donc pour vous, un atome, c'est un noyau avec des électrons qui se baladent autour, d'accord, de façon plus ou moins organisée. Le mot atome est un mot très vieux, c'est un mot qui vient de la Grèce antique pour le coup, mais les atomes grecs, ça n'a rien à voir. Les atomes grecs, c'est ça dont on parle. Pour les Grecs, vous pouvez couper un système en morceaux, et à un moment donné, il y a un morceau en dessous duquel vous ne pouvez pas couper. D'accord? Mais pour les Grecs, ce morceau-là, il a exactement la même tronche que le système d'origine. D'accord? Par exemple, un atome de chocolat, ça serait marron, ça aurait goût de chocolat, enfin voilà, etc. etc. Alors qu'a priori, toutes ces propriétés-là, la densité, la température de fusion, la couleur, etc., sont en fait des propriétés qui viennent du fait que vous êtes dans un système macroscopique. Donc c'est pas du tout le même concept. Le système mésoscopique, c'est typiquement la pensée atomiste grecque. Vous prenez un système, vous le coupez en un morceau infiniment petit, et il a exactement les mêmes propriétés que votre système de départ. Par contre, comme votre morceau est infiniment petit, ben vous n'avez aucune variation des paramètres intensifs dans ce tout petit zouzou qui se balade. D'accord? Donc ce truc-là, on l'a utilisé extrêmement souvent quand on a fait tous les raisonnements qu'on a fait sur un petit volume, un petit machin, etc., etc. À chaque fois, je dis la masse volumique de ce truc-là, c'est que je suppose en sous-jacent que dans ce truc-là, la masse volumique ne bouge pas. Parce que mon truc est infiniment petit. Si ça bouge, je le rends encore plus petit, et à un moment donné, ça va arrêter de bouger. D'accord? On est au clair là-dessus? Ça, c'est les premiers concepts. Alors, pourquoi est-ce que cette différenciation, ça marche? Ça, c'est une réflexion quand même qu'il faut avoir à un moment donné ou à un autre. Le fait que les systèmes macroscopiques sont extrêmement éloignés des microscopiques, on en a déjà parlé en simulation numérique. Ceci, vous avez une frontière énorme entre les deux, ou une différence de comportement énorme entre les deux, en raison d'une constante unique, qui est la valeur de la constante d'Avogadro. D'accord? Oui. Pour les systèmes méso et macro. Donc, cette différence entre micro et macro procède essentiellement de la valeur du nombre d'Avogadro qui, je vous le rappelle, vaut à peu près 10 puissance 24 mol moins 1 à la louche. Donc, le principe est simple, c'est que, en fait, en gros, lorsque vous passez d'un système microscopique à un système macroscopique, vous multipliez le nombre de particules par un nombre qui dépasse littéralement l'entendement, à savoir 10 puissance 24. D'accord? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il est impossible de comprendre ce que représente ce nombre. 1 avec 24 zéros derrière, ça c'est souvent comme ça qu'on dit, ah bah on va vous simplifier le truc, ok. C'est 1 avec 24 zéros derrière, c'est je suis au courant, c'est écrit. Mais ça ne rend pas le nombre plus compréhensible pour moi. D'accord? Je vous rappelle que l'esprit humain, grosso modo, y compris pour des gens modernes, comme nous, globalement, déjà, les gens ont du mal à faire la différence entre 1 million et 1 milliard. Tout ça, c'est grand, quoi. C'est difficile de piger des trucs, d'accord? C'est vraiment, dès que les nombres commencent à devenir trop grands, la conceptualisation de ce truc-là devient difficile. C'est une des raisons pour lesquelles, quand on fait la physique, on bosse en puissance de 10, parce que pour le coup, on raisonne sur des entiers. 9, moi je fais la différence entre 6 et 9 sans aucune forme de problème. Moi, si quelqu'un me dit, ah oui, sur mon compte en banque j'ai 10 millions, qui me dit j'ai 100 millions, je suis là, ouais, bon, ça a l'air beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup de baguettes de pain, quoi. Voilà, mais ça s'arrête là, d'accord? Non, mais c'est vrai, je veux dire, fondamentalement. D'accord? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à chaque fois que quelqu'un fait le calcul, il tombe en PLS. Vous connaissez le calcul qui fait que il y a un mec qui a calculé, c'est un truc qui ressort régulièrement. Prenez la fortune d'un milliardaire quelconque, genre pour les Paul Arnaud par exemple, et vous vous dites si quelqu'un gagnait le SMIC et le mettait de côté, quoi qu'il arrive, depuis combien de temps il aurait dû bosser pour arriver à cette fortune? Et je crois que le calcul, c'est qu'il doit bosser depuis moins 400 000 ou un truc comme ça, quoi.
Enfin, grosso modo, voilà, si vous prenez quelqu'un au début de l'humanité, il bosse au SMIC tous les jours pendant l'intégralité de sa vie, il met tout de côté, il finit par avoir la fortune d'un milliardaire actuel. Voilà. Fun fact, c'est pour les fans de Tolkien, ces milliardaires sont plus riches que Smaug. En fait, on peut faire une évaluation de la fortune actuelle en or du dragon dans Bilbo le Hobbit. Et factuellement, en fait, il ne se place qu'à la 24e position des fortunes américaines, si je ne me trompe pas. On a des gens plus riches qu'un dragon, quand même. Sérieusement, quoi. C'est fou, quoi. Bon, voilà. Fin de la parenthèse. D'où le fait que, grosso modo, en général, les gens ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire, ce genre de chiffre, a priori. Et 10 puissance 24, moi, j'arrête. Hein. Enfin, moi, je comprends rien à ce que ça raconte, cette histoire. D'accord ? Petite remarque, si vous faites ça en volume, ça veut dire que, quand même, en dimension, vous avez multiplié par 10 puissance 8 toutes les dimensions, puisque c'est la racine cubique de ce truc-là. D'accord ? Donc ça fait quand même à peu près 100 millions, ça fait beaucoup. On est bien. C'était quoi ? Échelle. Petit 3. Là, on va revenir sur des définitions qu'on a déjà vues ensemble. Grandeur extensive, on va faire grandeur. Et c'est là où on va commencer à faire des trucs extrêmement importants. Alors, on revient sur les définitions qu'on a déjà vues ensemble. Je les remets ou c'est bon ? Extensif, intensif, ça va ? Elles sont dans vos questions de cours, donc ça vous fera réviser. D'accord ? Donc, sinon, je les remets. Donc, vous vous souvenez, une grandeur extensive, c'est quoi ? Juste pour voir si vous en souvenez quand même. Oui, non, c'est si on multiplie par lambda le système, la grandeur. La grandeur est multipliée par lambda, d'accord ? Intensive, c'est multiplié par lambda, machin chose. On avait vu les formules ou pas ? X sur X égale int. Et le rapport de deux grandeurs extensives est une grandeur intensive. D'accord ? Oui, oui, voilà, mais bon, grosso modo, ça. Donc, petite remarque, CF cours de chimie sur les intensifs et extensifs. Vous êtes censé, dans vos questions de cours, je le fais avec vous, comme ça, si on voit si vous êtes au point ou pas. Vous êtes censé classer dans les deux catégories précédentes les grandeurs suivantes. Pression. J'ai entendu tensif, mais je suis d'accord pour le coup. Jusque-là, tout va bien, quoi. D'accord ? Tout le monde est d'accord avec Charline ou pas ? Non, c'est toi qui as tort. La pression, c'est intensif, d'accord ? Si vous prenez la pression de la pièce, vous la coupez en deux la pièce, d'accord ? C'est la même pression de chaque côté. Vous n'avez pas divisé la pression par deux. Vous pouvez le faire comme ça marche dans l'autre sens. Ça. Lambda, voilà. C'est ça. Non, mais c'est aussi pour voir, réviser un peu le volume. C'est extensif sans aucune forme de pitié. Si vous prenez un objet, que vous le coupez en deux, son volume est coupé en deux. Vous avez le droit de faire une multiplication par, encore une fois, un nombre qui est plus petit qu'un. Le nombre de moles. Extensif, c'est même le truc de base. La masse volumique. Intensif, puisque c'est un rapport de deux extensives, pas dur. La masse molaire. Intensif aussi, sans problème. La masse. Extensif. Et après, vous en avez deux que vous ne connaissez pas encore, qui sont l'énergie interne et l'entropie. Ça, je les mets de côté, puisque on va le voir après. Et la température. Intensif, effectivement, si vous prenez la pièce, vous la coupez en deux, vous n'avez pas divisé la température par deux. Ça serait vachement pratique, hein, la climatisation avec une porte. C'est blam. Blam, diviser la température par deux. Si c'est une division par deux en Kelvin, faut pas faire les portes trop souvent quand même. Hein. D'accord ? Ah zut, j'ai fermé la porte, je suis passé à 150 Kelvin de chaque côté de la pièce, tout le monde il est mouru quoi. Bon. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Non, parce que 150 Kelvin, on est moins bien quand même, faut un bon pull. D'accord ? Voilà. Donc c'est bon. Troisième truc à réviser, les grandeurs additives. Ça, on avait vu ça en mécanique. On l'a défini proprement, une grandeur additive ? Sinon, je le refais. Hein. Ouais. Sinon, je le refais. Hein. Enfin, je le refais ? Bon, allez, je le refais. Allez. Je vais essayer de faire la même, ça serait pas mal. Une grandeur additive, si et seulement si, pour deux systèmes. Alors cette grandeur, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler X, pour deux systèmes disjoints, S1 et S2. On peut définir X total pour S1 union S2 et X total est égal à X1 plus X2. Voilà.
C'est l'idée. Donc des grandeurs additives, on en a vu un certain nombre. Vous avez vu la quantité de mouvement, la force, le moment cinétique, l'énergie cinétique, voilà. Non, pas la masse molaire. La masse, oui, mais pas la masse molaire. La masse, mais pas la masse molaire, justement. Parce qu'il y a un théorème qui va venir maintenant, et ça je suis sûr qu'on ne l'a pas fait parce que j'ai défini les grandeurs intensives d'un côté et les grandeurs additives de l'autre. En gros, une grandeur additive est forcément une grandeur extensive. Ça c'est obligatoire parce que vous devez pouvoir additionner les trucs. D'accord? En gros, c'est simple. Si vous dites que x1 et x2 c'est deux sous-parties d'un même système, vous retombez sur la définition littérale d'une grandeur extensive, d'accord? Sans problème. Après, au lieu de faire deux moitiés, vous pouvez faire lambda moins 1 et lambda, enfin voilà, et faire la somme, ça vous donnera lambda. Donc, une grandeur additive est forcément extensive. Ça, vous le savez, hein, si vous le faites dans l'autre sens, si vous prenez une grandeur intensive comme la température par exemple, vous pouvez prendre par exemple, dans votre appartement la température de votre four, la température de votre frigo et la température de votre chambre. Ça n'a aucune forme de sens de faire la somme des trois pour dire que c'est la température totale. On est d'accord? Ça n'a juste aucun sens. D'accord? Vous allez trouver un résultat complètement claqué au sol. D'accord? Voilà. Et il ne se passera rien. D'accord? On est d'accord? Enfin, c'est pas parce que vous chauffez votre four que la température totale de votre cuisine, c'est 200 plus 30. Ça n'a aucun sens. Non, ça vous fait rigoler, mais factuellement, voilà. Donc forcément, et ça c'est parce que la température est une grandeur intensive, donc ne peut pas être additive par définition. Alors, je vous avais demandé d'être en forme. C'est maintenant que ça commence. Voilà, pour l'instant, vous êtes d'accord que c'était un peu la récré, quoi. Voilà. On est parti. Soit un système que je vais noter. Alors les systèmes en termodynamique, je vais essayer le plus possible de les noter sigma pour une raison simple, c'est que S sera utilisé par l'entropie. Donc je vais essayer de noter sigma. D'accord? Voilà. C'est pas très grave. Parce que sigma c'est S quoi. Et E c'est l'énergie, donc non, sigma c'est bien. Soit un système sigma, voilà, comme ça. On est d'accord là-dessus? Donc, comme c'est un système et que je l'ai défini sympathiquement tout à l'heure, j'ai en fait ici ce truc-là, c'est ce qu'on appelle l'intérieur. Et de l'autre côté, vous avez l'extérieur. Je ne fais absolument aucune hypothèse sur mon système, a priori. Donc là, je l'ai fait connexe, mais il pourrait ne pas être connexe non plus par ailleurs. Je ne fais aucune hypothèse sur mon système, c'est-à-dire que mon système est capable d'échanger des trucs avec l'extérieur. D'accord ? Donc en fait, ça c'est le truc le plus important en thermodynamique. On va appeler grandeur d'échange une quantité que votre système est capable d'échanger avec l'extérieur. Donc cette grandeur d'échange peut être une énergie, peut être une quantité de matière, peut être du volume. Si votre système gonfle, l'extérieur perd du volume, d'accord, etc., etc. Ça s'appelle une grandeur d'échange. Hop là. On appelle grandeur d'échange alors, en fait, dans les questions de cours, je vais sortir votre formulaire parce que je vais essayer de coller. Parce que les questions de cours, je vais les changer. Mais vous aurez une fiche sur le sujet et je vais essayer de coller à ce truc-là. Ça serait plus intelligent. Donnez-moi 10 secondes. Voilà, donc je l'ai appelé Y, c'est bon, sans problème. Voilà. Donc, une grandeur d'échange Y, une grandeur que le système peut échanger avec l'extérieur. Si vous représentez ça et que en fait vous transposez comme on fait habituellement en physique le nom de la grandeur avec sa mesure, c'est-à-dire avec la quantité, en fait ça vous montre que pour votre système sigma, vous avez un truc comme ça, d'accord? Et que grosso modo vous avez un truc qui s'appelle Y ici. Je vais changer de couleur. Dans le sens, voilà. Voilà. Voilà votre grandeur échangée. Alors ça, c'est... Je t'écoute.
Alors, on est en convention récepteur quoi qu'il arrive, c'est pour ça que je mets ça dans ce sens-là. D'accord. Voilà. Alors attention, hein, c'est échangé au sens... dans les deux sens. Donc là, je l'ai mis vers l'intérieur. Et voilà, j'ai dit que j'allais changer de couleur de surcroît. Donc, voilà, c'est peut-être plus près. Si ça t'embête, pour l'instant, je peux le mettre dans les deux sens. Enfin voilà, c'est pas très très grave. Alors, ce truc-là, c'est un truc ultra subtil et extrêmement difficile, même si ça a l'air con comme ça. Ce truc-là n'a rien à voir avec des variations. C'est une mesure d'un flux. C'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui traverse l'interface. Donc, ce n'est pas une quantité qui va varier. C'est une quantité que vous comptez dans le passage. D'accord ? Vous pouvez imaginer, par exemple, que vous êtes à un péage et vous comptez le nombre de voitures qui passent d'un côté et de l'autre. Ce truc-là, vous donnez un nombre, pas la variation d'un nombre. Bien sûr, ça peut être relié à la variation de quelque chose d'un côté et la variation de quelque chose de l'autre. Mais pour l'instant, c'est juste un truc que vous comptez. D'accord ? C'est une grandeur échangée. Alors, petite remarque, est-ce que le système peut échanger avec autre chose que l'extérieur ? Est-ce qu'il est en contact avec autre chose que son extérieur ? Ben non, puisque par définition, l'extérieur, c'est l'intégralité de l'univers, d'accord, privé du système. Il n'échange pas avec lui-même, puisque c'est lui-même, d'accord, tout ce qui se fait en interne. Donc, grosso modo, tout ce qui est échangé par le système, d'accord, provient de l'extérieur, et vous pouvez faire donc le truc dans l'autre sens. Alors, en fait, Y va représenter la quantité échangée. Ça, c'est le deuxième truc important. Donc ça, c'est un glissement de notation, plus exactement. Donc, par glissement de notation, Y représente la quantité échangée. Et votre premier théorème extrêmement important, c'est que Y échangé par sigma plus Y échangé par l'extérieur est égal à combien ? Grosso modo, la quantité échangée par le système et celle échangée par l'extérieur, ça vaut 0. Autrement dit, si vous comptez ce que le système gagne et que vous comptez ce que l'extérieur gagne, la somme des deux vaut 0. Autrement dit, il n'y a rien qui se perd au milieu. Alors, petite remarque, Y est toujours compté en convention récepteur. Autrement dit, à l'instar de la mécanique, Y est positif si c'est le système qui reçoit quelque chose. Au contraire, il est négatif si le système perd. D'accord ? Si vous voulez avoir une vision plus terre-à-terre de ça, si grosso modo je vous donne 2 euros, moi j'ai échangé moins 2 euros, et vous avez reçu plus 2 euros. Vous avez échangé plus 2 euros, la somme des deux vaut 0, tout simplement parce qu'il n'y a pas de pognon qui s'est volatilisé au milieu, dans cette histoire. Hein ? Non, il n'y a pas de banque, ni d'impôt, ni de machin au milieu, voilà, tranquillement. Il ne s'est rien passé dans cette histoire. On est d'accord là-dessus ? C'est ça dont on parle. On est au clair sur ce truc-là ? Donc, petite remarque, deuxième chose, Y est compté en convention récepteur. Donc, en fait, au lieu de parler de quantité échangée, on parle parfois de quantité reçue. Reçue. Quantité reçue qui peut être négative. D'accord ? C'est ça, je pense qu'à votre niveau en maths, vous êtes tout à fait conscient et consciente que si vous recevez moins 2 euros, vous êtes plus pauvre. D'accord ? On est clair là-dessus ? Voilà. Alors, petite remarque, ce que j'ai fait là, en fait, ce truc-là, ça procède en fait de l'évaluation de la quantité générale reçue par l'univers. D'accord ? Et vous constatez également que, en fait, j'ai fait une somme dans cette histoire-là. D'accord ? J'ai additionné deux. Là, en fait, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris ces deux grandeurs-là. J'ai dit, tiens, cette grandeur-là plus cette grandeur-là, c'est en fait la grandeur totale de l'univers. Et comme l'univers est isolé par définition, on reçoit 0. En fait, le fait que je dise c'est égal à 0, ça vous raconte que l'univers, il n'est pas poreux et qu'à l'autre bout du truc, il n'y a rien qui se passe. Le fait que j'ai pu
Additionner deux grandeurs et dire que c'était la grandeur totale de l'univers, vous raconte que c'est une grandeur additive. Donc ça, c'est le truc extrêmement important. Une grandeur d'échange est nécessairement additive et donc elle est nécessairement extensive. D'accord ? Ça, c'est la base. Une grandeur d'échange est nécessairement additive, donc extensive. Autrement dit, on n'échange jamais de la température. Jamais. À aucun moment. D'accord ? Vous ne pouvez pas dire qu'un système reçoit de la température. Ça n'existe pas, ça ne veut strictement rien dire. Un système ne reçoit pas de la masse molaire, il ne reçoit pas de la masse volumique, il ne reçoit pas de la pression non plus. Il peut recevoir du volume, c'est-à-dire qu'il gonfle, il peut recevoir de l'énergie, pas de problème, il peut recevoir de la masse, il peut recevoir de la quantité de matière, mais il ne peut pas recevoir de la température. D'accord ? Donc déjà, un truc extrêmement important, un échange thermique n'est jamais un échange de température. Jamais. Parce que ça n'a pas de sens. Température, c'est intensif. Ça ne marche pas. Oui. Mais comment les informations elles se transfèrent? Justement, il va falloir trouver le bon truc. Mais c'est pas la température, en l'occurrence. Voilà, c'est autre chose, mais c'est pas la température. On est au clair là-dessus? Alors. De manière générale, la thermodynamique s'intéresse à des transformations. D'accord? Je vais faire ça. Ok. Alors. Oh. Ouais, je le fais comme ça. Alors. De manière générale, la thermodynamique s'intéresse à des transformations. C'est-à-dire le passage du système d'un état, alors j'ai mis IF, d'un état initial que je vais noter petit i à un état final F. D'accord ? En termes de notation, c'est une notation que vous avez déjà vue, cette transformation est notée I vers F. Donc c'est une notation qu'on a déjà utilisée, quand on fait le travail pour aller de A à B, la variation d'énergie cinétique pour aller de A à B. En l'occurrence, là je fais I à F, de l'état initial à l'état final, mais ça revient littéralement au même. D'accord ? Donc, bien sûr, en mécanique, c'était assez simple. Quand on faisait la transformation d'un point A à un point B, on comprend. On a la position A, puis on va à la position B. Il y a le chemin au milieu. Là, c'est déjà plus abstrait, mais ça revient un peu au même. C'est-à-dire que, grosso modo, vous avez en fait un certain nombre de paramètres qui vont vous dire, voilà, votre système, il est dans tel état initial. Donc, il a une pression, une température, un volume, un nombre de moles. Et il va en fait passer à un autre état où tout ou partie de ces paramètres-là vont avoir changé. On est d'accord là-dessus? C'est ça une transformation. Ce qui se passe entre les deux, on ne sait pas trop. Je vais rouvrir la porte parce que je sens que vous allez mourir. Moi aussi, j'ai chaud. Donc, les paramètres qui vont décrire l'état initial et l'état final, qui sont propres au système, ça s'appelle des grandeurs ou des paramètres d'état. Les paramètres qui décrivent intégralement la situation de sigma s'appellent paramètres, mais souvent ou grandeur. On parle par ça aussi de fonction.
c'est le même mot, d'état. Ce qui est important, c'est ça. Donc ça, c'est des grandeurs qui appartiennent en propre au système et qui en décrivent l'état. Alors, on peut donner un certain nombre d'exemples. Hein. Ça, c'est des exemples qui sont à connaître. Hein. Voilà. Donc, comme exemple, vous avez... Alors, je sais pas, je vous écoute. Qu'est-ce qui décrit un état en particulier? Son volume, effectivement. Parfait. Sa pression. La température. La quantité de matière. Parfait. Etc. D'accord? Il y en a plein, hein, la masse. Etc. Vous voyez que vous avez des paramètres qui peuvent être à la fois intensifs ou extensifs. Ça, c'est pas un problème. Ces paramètres vont a priori changer entre l'état initial et l'état final. D'accord? Et vous voyez que ce n'est pas la même nature que les paramètres d'échange. Dans une transformation, la température peut éventuellement changer, mais elle n'est pas échangée. Pour reprendre la question de Julien tout à l'heure, si vous avez quelque chose qui voit sa température changer, ça signifie que vous avez échangé quelque chose et que la conséquence de cet échange, c'est une variation de température. Ce n'est pas de la température que vous avez échangée. En général, c'est de l'énergie que vous avez échangée dans cette histoire. D'accord? Voilà l'idée. C'est hyper important de faire la différence entre ces deux trucs-là. D'accord? Alors, les grandes... Donc, les grandeurs d'état, je vais leur donner un nom pour les différencier de ça. Je vais les appeler grand X. D'accord? Oui. Oui, c'est des exemples de ça. Ouais. Pourquoi? Ah, c'est parce que c'est le mot variable, c'est ça? Ah oui, alors, ok. J'ai oublié ou variable, si vous préférez. Ou à peu près tout et n'importe quoi qui est suivi du mot état. D'accord? C'est exactement la même chose. Variable d'état, c'est ça. On a vu les variables d'état en chimie? On a écrit ça? Peut-être, ok, c'est possible. Bon, en tout cas, le mot important, c'est d'état. D'accord? Oui, bah, c'est les trucs qui décrivent le système. C'était ça, voilà, j'aime ça, les variables d'état. En gros, bon, je vous explique le truc. Paramètres, ça veut dire que vous pouvez les régler de l'extérieur. Grandeur, ça veut dire que vous vous intéressez à l'aspect physique du problème. Fonction, ça veut dire que vous vous intéressez à leur variation en fonction du temps. Variable, c'est le fait que vous pouvez faire varier leur valeur. D'état. Comme en physique, de toute façon, tout ça, c'est le même merdier. Voilà, ça c'est important. Alors, un truc qui est extrêmement important, c'est que donc une variable d'état, elle va changer de valeur entre l'état initial et l'état final. Elle a donc une valeur à l'état final, une valeur à l'état initial, qui est définie, et donc on va pouvoir parler de variation de cette grandeur entre l'état initial et l'état final. D'accord? Donc, pour une grandeur, concentrez-vous, pour une grandeur d'état, on peut parler de variation notée, donc cette grandeur d'état, je vais l'appeler grand X, notée la variation entre l'état initial et l'état final de X, et ça vaut par définition XF moins XI. C'est la valeur finale de votre grandeur d'état, moins la valeur initiale de la grandeur d'état. Cette variation est indépendante du chemin suivi pour aller de I jusqu'à F. On est d'accord avec ça? Puisque ça ne dépend que de sa valeur à l'état final et l'état initial. Donc, ceci est indépendant du chemin suivi de I à F. Oui. Tout à fait. L'énergie cinétique, parce que c'est la vitesse à l'état initial, la vitesse à l'état final, l'énergie potentielle aussi. Ça vous rappelle rien, ce genre de conversation sur les trucs qui dépendent du chemin suivi et du chemin pas suivi? Vous connaissez une grandeur qui dépend du chemin suivi? Oui, le travail, effectivement. Donc en fait, ce qu'on est en train de revoir, c'est la généralisation de ce qu'on a vu en mécanique. L'énergie cinétique, comme Morgan l'a très bien souligné, c'est une grandeur d'état.
Le travail est une grandeur d'échange. Le système, il reçoit du travail. Mais à aucun moment donné, le système a du travail au départ, du travail à l'arrivée, et vous faites la différence entre les deux pour voir la variation de travail. Vous êtes d'accord avec ça? Donc le travail, c'est ce qui va traverser le système d'un point de vue énergétique, et cet échange-là est relié à la variation d'autres choses, de l'énergie cinétique. On est d'accord là-dessus? En mécanique, c'est ultra simple. Vous avez le travail, c'est égal à la variation d'énergie cinétique. D'accord? Mécanique égale mécanique, tout se passe bien. Vous comprenez la différence entre ce truc-là? Ça, c'est extrêmement important. Donc ça, je vous donne des exemples. En mécanique, EC est une grandeur d'état. Le travail est une grandeur d'échange. D'accord? Donc vous n'avez jamais le droit d'écrire grand delta de W, puisque en fait vous ne faites pas varier le travail, vous échangez une quantité de travail, et la quantité d'énergie reçue sous forme de travail par le système, c'est en fait exactement égal à la variation d'énergie cinétique. Vous n'êtes vraiment pas concentré. Sincèrement. Hein. Je sais que le rythme s'est un peu accéléré, et je constate que la classe décroche de manière très très générale. Le meilleur réflexe quand vous êtes en train de décrocher, c'est de vous raccrocher. D'accord? Juste pour information. Votre niveau de cerveau se casse la gueule depuis les vacances de février, ça se voit. D'accord? Et pour le temps, ça devient de plus en plus difficile. Ça, c'est dur. C'est vraiment la cour des grands, là, pour le coup, ce dont on est en train de parler, là. Donc, j'en ai un peu marre que tous les vendredis, d'accord, Thomas et sa voisine, un peu, enfin, ça dépend des jours, voilà, ou la moitié de sa voisine, en tout cas, voilà, ne sont pas concentrés. On est d'accord? Bien. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Toute la thermodynamique, elle est fondée sur la différenciation entre les grandeurs d'échange et les grandeurs d'état. D'accord? Si vous ne voulez pas piger ça, on se retrouve à la rentrée des vacances de Pâques. Fin de l'induction. D'accord? Ça, c'est vraiment la base de tout. Et la magie de la thermodynamique, c'est que contrairement à la mécanique, on va pouvoir prendre deux variables d'état, qui sont l'énergie interne et l'énergie cinétique, et avoir deux variables d'échange, et on va pouvoir jouer sur les curseurs de ces trucs-là. C'est la seule magie. D'accord? Il y a encore le thermodynamique qui arrive. Voilà. On est d'accord? Voilà. Alors, on va passer à des choses un peu plus subtiles. C'est qu'est-ce qui se passe lorsque votre transformation est infinitésimale. Donc une transformation, elle est infinitésimale lorsque vous passez d'un état à un autre état qui est infiniment proche. D'accord? C'est un truc tout petit. D'accord? Donc, ça c'est juste du orange. Voilà. Non, c'est du vert. Pardon. Pour une transformation infinitésimale, alors, pour les grandeurs d'état, x, on parle de variation infinitésimale. Et cette variation infinitésimale, elle est notée dx. Donc ça, c'est normal. Vous avez une toute petite transformation, et donc vos grandeurs d'état, elles varient de façon toute petite. D'accord? Et on note ça dx. Ça, c'est le truc pas dur. Ce qui arrive là, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est que pour des grandeurs d'échange, est-ce qu'on peut parler de variation infinitésimale? Non, parce qu'on ne peut pas parler de variation de grandeur d'échange de manière générale. Donc on va parler de quantité infinitésimale échangée, ou de quantité infinitésimale reçue. On parle de quantité infinitésimale reçue. Ou échangée, hein, c'est pareil. Et à votre avis, elle est notée comment? On l'a déjà vu. Comment est-ce qu'on... en fait, vous connaissez qu'une seule grandeur d'échange pour l'instant, qui est le travail. Comment est-ce qu'on note le travail élémentaire échangé? C'est pas D. C'est pas L. Ouais.
Ça, c'est l'intégrale. Ouais, je l'ai entendu, ouais. Alors, lequel delta? Je sais pas qui me parle là, j'arrive pas. Il y a un delta tout timide là qui est sorti de là-haut. Qui dit delta? Levez la main, monsieur delta. Voilà, ok. Delta minuscule, effectivement. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de dire delta tout court. Vous dites petit delta ou delta minuscule pour pas qu'on se gourre. Parce que, oui, c'est très con. Je suis au courant que le seul truc, on n'a pas le droit d'écrire grand delta W, on écrit petit delta. Je valide pas, mais c'est comme ça. D'accord? Donc, ceci, c'est pour vous. Donc, ceci rappelle deux choses en termes de commentaires. Ceci vous rappelle que c'est une grandeur d'échange. Et ça vous rappelle un deuxième truc extrêmement important, c'est que a priori, ça dépend de la façon dont vous êtes allé de l'état I à l'état F. Dépend du chemin de I à F. Oui. Pardon, oui, j'ai mis W parce que j'étais dedans, mais effectivement, c'est tout à fait, c'est Y. D'ailleurs, je vais mettre un Y ici, histoire de ne trompe pas. On est au clair là-dessus? Et pour passer d'une grandeur infinitésimale à une grandeur non infinitésimale, c'est-à-dire sur toute la transformation, on a les deux relations suivantes. Que ça veut dire quoi sur X si j'écris ça et que j'ai le droit de l'écrire? Oui, mais ça veut dire que X est de quelle nature? C'est une grandeur d'état, d'accord? Ça, en fait, c'est l'intégrale de l'état I à l'état F de dx. Vous voyez comment je mets les bornes? C'est comme en maths. C'est sur un segment, ça dépend que de I et que de F. Par contre, Y de I à F, ça va être l'intégrale sur le chemin IF de petit delta Y. Ce que vous êtes en train de remarquer là, c'est en fait l'espèce d'entourloupe d'écriture que j'avais faite quand j'étais passé du travail pour aller de T1 à T2 à M1 à M2. D'accord? Cette espèce de passage entre une intégrale, entre des bornes et sur un chemin. Oui. Est-ce que comme le travail c'est un peu comme Y, on aura aussi des théorèmes énergétiques là-dessus? Alors en fait, le premier principe de la thermodynamique, c'est ça en fait. En fait, en gros, ce qu'on va découvrir dans une semaine, c'est que le théorème de l'énergie cinétique, c'est un cas particulier du premier principe de la thermodynamique. En fait, le théorème de l'énergie cinétique, c'est le cas particulier du théorème de l'énergie. En fait, en gros, pour un solide, tu peux séparer les deux. Les aspects thermiques et les aspects mécaniques ne se voient pas. Et donc, le travail est branché à la variation de l'énergie cinétique et le transfert thermique est branché à la variation de température. À la variation d'énergie interne, plus exactement. Voilà. En gros, tu casses le truc en deux. Voilà. En gros, le théorème de l'énergie cinétique est un cas particulier du premier principe de la thermodynamique. Ce truc-là, c'est hyper important. C'est la base de toute la thermodynamique d'un point de vue formel. Si vous avez pigé ça, vous avez tout pigé, quasiment tout le reste, c'est de l'application brutale. D'accord? Comprendre la thermodynamique, c'est comprendre la différence entre les grandeurs d'échange et les grandeurs d'état. D'accord? Ça a l'air con comme ça, mais c'est pas simple. D'accord? Donc méditez sur le sujet, ça vaut le coup. D'accord? Voilà. Il y a une raison pour laquelle je passe à peu près une heure pleine, même plus que ça, à vous expliquer ce truc-là. On est d'accord? Voilà. Alors, est-ce que j'écris ça? Oui, j'écris ça. Il est possible... Oui, je t'écoute. Non, mais j'ai un cours à faire. Tu vois ça? Ok. Mais jamais il y a d'application numérique. Dans aucun moment on fait de la théorie là. L'application numérique, c'est pas ça en fait. Si tu te poses ce genre de questions en maths, l'algèbre linéaire, ça doit faire mal quand même. Hein. Tu te poses pas ce genre de questions en maths, tu te dis pas, mais si j'ai une base de dimension 43, est-ce que j'ai une application numérique à faire sur les vecteurs? Tu fais pas ça. Jamais tu te dis, tiens, mais si j'ai une famille libre, est-ce que je mets des nombres dedans? Ah, c'est pareil. C'est une intégrale ça. Donc tu verras après comment ça se passe. D'accord? Là, pour l'instant, on ne fait pas ça. Il y a 6 heures de cours avant qu'on arrive à... Enfin, 6 heures non, mais il y a 2 heures de cours avant d'arriver à des applications numériques sur ce sujet. D'accord? Donc,
Doucement, on y va. Un peu d'abstraction, parce qu'on pense pareil en maths qu'en physique, en fait, en vrai. Juste pour information. Petite remarque, il existe des grandeurs d'état qui peuvent également être des grandeurs d'échange, en particulier les grandeurs extensives. L'exemple le plus simple à comprendre, c'est le volume. Si votre volume augmente de 1 mètre cube, par exemple, vous pouvez comprendre que l'extérieur a son volume qui a diminué de 1 mètre cube, et vous pouvez également paramétrer ça en disant que vous avez échangé 1 mètre cube avec l'extérieur. Donc ça marche avec le volume, d'accord? Entre autres, ça marche avec pas grand-chose d'autre. Par ailleurs, avec la quantité de matière, ça marche beaucoup. D'accord? Si vous avez un système qui reçoit une mole, c'est-à-dire que l'extérieur a perdu une mole, et ça veut dire qu'il y a une mole qui a transféré de l'extérieur vers l'intérieur. On est d'accord? Voilà. Donc ça, c'est un truc un peu particulier. Remarque, quelques grandeurs, il n'y en a pas tant que ça. Et le nombre de moles, il y a la masse aussi, ça marche, peuvent être à la fois d'état et d'échange. Dans ce cas, alors ça c'est une relation assez importante pour les transferts, la variation de votre grandeur x entre un état initial et un état final, c'est tout simplement x échangé entre l'état initial et l'état final, et c'est moins la variation entre l'état initial et l'état final de x extérieur. Oui. Ah non, pas du tout. Il n'y a que ces deux-là. Grosso modo, il y a le volume. Les trucs que tu peux échanger vraiment de façon très brutale. Alors le volume, ça s'échange de façon très brutale. Le nombre de moles, ça marche. La masse, ça marche. Tu prends 1 kilo là, tu le fous là. Voilà. Alors, quelle autre grandeur? La charge, ça marche. Voilà, tu prends une charge, tu la mets à l'intérieur. Ça marche. Tout ce qui, grosso modo, va procéder d'un transfert d'un bout de matière vers un autre bout de matière sans trop de complications. Mais l'énergie cinétique, ça marche pas. Par exemple, tu ne peux pas transférer l'énergie cinétique, ça n'existe pas. Voilà, tu transfères du travail. Et éventuellement, il y a un truc qui se passe. Qu'est-ce qui se transfère pas bien? Tout ce qui est énergétique, ça se transfère pas bien, globalement. Ça se transfère sous des formes particulières. Oui. Moins la variation de x extérieur entre i et f. De i à f, toujours la même. Alors, c'est un delta de i à f de x extérieur. C'est quoi pour le premier X? I à f, pareil, c'est toujours la même. Ah, c'est échange. Et ça, c'est échangé, oui. D'accord, voilà. Donc x devient y à un moment donné, donc je continue à l'appeler x parce que sinon on ne va pas s'en sortir, d'accord? Mais je l'appelle x échangé dans ce truc-là. Ça, c'est hyper important en particulier quand vous aurez des changements d'état. Quand par exemple vous faites bouillir de l'eau et que vous prenez deux systèmes comme la vapeur et le liquide, et bien, la variation du nombre de moles de liquide, c'est l'opposé de la variation du nombre de moles de vapeur, et c'est le nombre qui sont passés du liquide à la vapeur. C'est une grandeur d'échange, celle-là. D'accord. Voilà. C'est juste un peu de subtilité dans cette histoire. Ok, je reprends mes questions de cours. C'est parti. FI, B, corollaire, c'est ça, la variation de grandeur d'état. Qu'est-ce que je dis? Très bien. C'était quoi le grand A? Définition, c'est ça? Ok, je vais rester là-dedans. Donc là, je suis au petit 4, c'est ça, au petit 5? Système d'échange numéro 1, le piston. Donc, en gros, le principe de la thermodynamique est extrêmement simple. On va essayer de trouver un système modèle avec lequel vous êtes capable de transférer du travail. Alors, l'idée est la chose suivante. Vous avez toute une théorie au 19e siècle qui vous raconte que vous allez pouvoir... Il existe forcément un dispositif mécanique qui va pouvoir vous ramener à ça. D'accord ? Donc, le fait de modéliser tout échange de travail par un piston, c'est pas un truc juste arbitraire. C'est le fait que, grosso modo, c'est un système de translation et que vous pouvez bidouiller plein de trucs pour vous ramener à ça. D'accord ? L'idée est donc la chose suivante. Comme la thermodynamique s'intéresse à la façon dont on va échanger du travail en réalisant des transferts thermiques, on a donc deux systèmes modèles. Premier système modèle, comment est-ce qu'on échange du travail? Deuxième système modèle, comment on réalise des transferts thermiques avec l'extérieur. Voilà, ça ne va pas être très compliqué. Voilà le premier système modèle, le piston. D'accord? Alors on est parti.
continue la définition. Hein. Donc, un piston, c'est pas très compliqué. Vous connaissez peut-être pas l'objet sous ce nom-là, mais si vous avez déjà vu une seringue en particulier, c'est exactement ça dont on parle. La seule différence, c'est que la seringue, elle est bouchée. Autrement dit que quand vous allez appuyer sur le piston, ça va compresser ou dilater ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Donc, un piston est constitué d'une enceinte indéformable dont une paroi est fermée. Alors d'une enceinte indéformable, et je vais mettre fermée ici. Une enceinte indéformable fermée dont une paroi est mobile. Le caractère fermé est extrêmement important. Vous n'avez pas de matière qui sort du piston. D'accord, dans cette histoire. Donc la façon la plus simple de représenter un piston, c'est pas extrêmement compliqué. Donc vraiment, je vous ai promis une seringue, c'est une seringue, voilà, ça tube quoi. Et vous avez ici un truc qui peut coulisser à l'intérieur. Donc ce truc-là, en fait, cette espèce d'objet-là est susceptible, en fait, finalement, de se déplacer en haut et en bas, tranquillement dans cette histoire. Cette enceinte-là est étanche, d'accord? Donc la quantité de matière à l'intérieur du piston ne varie pas au cours des transformations. Ok. Petite remarque, il n'y a aucune raison que ce piston soit adiabatique. Autrement dit, vous pouvez avoir des échanges d'énergie sous forme thermique avec l'extérieur. Il n'y a pas de problème. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc, petite remarque, quand vous utilisez un piston, une partie est mobile, une paroi est mobile. Pardon. Votre système, il est ici. D'accord? Donc, le système, il est à l'intérieur du piston. Et donc, qu'est-ce qu'on a à l'extérieur du piston? C'est écrit dans le titre. L'extérieur. Voilà. Tout ça, là, c'est l'extérieur. Votre système est donc a priori décrit par un certain nombre de paramètres. Il a une pression, un volume, une température, un nombre de moles, d'accord, paramètres intensifs. Et vous avez les mêmes à l'extérieur. En particulier, ce qui va m'intéresser, c'est la pression extérieure. Petite remarque, ça c'est un des énormes problèmes de la définition d'extérieur. Il est extrêmement difficile de définir le volume de l'extérieur, qui par essence est infini. Par contre, on peut définir les variations du volume de l'extérieur. C'est rigolo. L'extérieur peut perdre 2 mètres cubes. C'est l'infini moins 2, ok, bon. Mais il a quand même perdu 2 mètres cubes dans cette histoire. Donc, mais on comprend bien que la seule chose que votre système va voir majoritairement, c'est la pression extérieure, sa température également. Les grandeurs extensives pour l'extérieur, comme l'extérieur est infini par définition, sont difficiles à écrire d'un point de vue quantitatif. Dans le piston, tout peut changer. La pression, le volume, la température, sauf le nombre de moles, puisque ce truc-là est... le piston en tout cas est fermé, d'accord? Donc c'est pas extrêmement compliqué, vous comprenez comment ça marche, hein? Vous appuyez, le volume diminue, vous augmentez, ça change, voilà. Vous pouvez le chauffer, vous pouvez faire plein de trucs avec ça, enfin voilà, on peut faire des trucs, enfin, tout ceci est susceptible de changer, d'accord? Alors, petite remarque, on y va. Donc, si on résume ça, qu'est-ce qu'on échange avec l'extérieur? Quelle est la grandeur par essence qu'on va échanger avec le piston, quoi qu'il arrive, quand il va bouger? Ouais, du volume. D'accord? Donc un piston, c'est un système modèle d'échange de volume avec l'extérieur. Donc un piston est un système d'échange de volume. Donc c'est là où on tombe sur le cas que j'ai écrit ici. En fait, ce que ça vous raconte, c'est que la variation de volume du piston, ça va être égal au volume échangé, et ça va être égal à l'opposé de la variation du volume de l'extérieur, pour peu que ça vous intéresse. C'est à ça que sert cette relation, en tout cas, dans ce cas-là. On est d'accord là-dessus? Voilà, c'est vraiment ultra simple dans cette histoire. Alors ça, c'est les pistons. Dès que vous avez le mot piston, c'est ça, hein, d'accord? Que ce soit sur une trompette, dans un moteur, dans ce que vous voulez, c'est un cylindre qui coulisse à l'intérieur d'un autre cylindre, en espérant que c'est relativement étanche. Voilà. C'est le principe. Oui. Imaginons qu'on ait des pistons dans une boîte. Oui. Est-ce que du coup on peut considérer que l'extérieur c'est juste le volume de la boîte? En fait, en gros, si les seules choses qui changent, c'est le volume de la boîte, oui. Très souvent, l'extérieur, ça va être ce qui se passe de façon proche. On peut réduire la taille de l'extérieur sans problème majeur.
En fait, en gros, tu vas considérer comme extérieur très rapidement, par habitude, les seuls systèmes avec lesquels, enfin le sous-système de l'univers avec lequel ton système va échanger quelque chose. Tout le reste. Voilà, tout le reste, on s'en fout, voilà, a priori, c'est ça. Mais on va voir, on a aussi un modèle pour l'extérieur. On a ce qu'on appelle les thermostats et les réservoirs de pression. Voilà. Je m'arrête là. Je vous laisse partir. On se retrouve demain matin, 8h pour 3 heures de bonheur chimique.